monde. Laurent M. Leclerc, bon, ici... Ah, ben, on est en vidéo, là. Laurent M. Leclerc pour Go Connexion en podcast. Alors, c'est notre deuxième podcast aujourd'hui. On prend de l'expérience, on s'améliore, on s'organise davantage. Si vous nous écoutez en direct, faites-nous signe si le son est bon. Juste un petit thumbs up pour juste nous dire que vous nous entendez bien. Alors, en espérant que tout va bien. Alors, on est content de vous voir. Le but de ce podcast, comme on l'a déjà expliqué la semaine dernière, c'est de permettre à la communauté de connaître les entrepreneurs qui sont, on va dire, membres de Go Connexion. Alors, aujourd'hui, je reçois une femme extraordinaire qui s'appelle Christine Bierry. Christine qui va nous parler d'un peu de son métier, de ses compétences professionnelles dans un domaine qui pour moi est vraiment du chinois. Mais avant d'entrer dans tout cet aspect-là de sa vie, j'aimerais qu'on puisse un peu connaître c'est qui la personne qui se cache derrière cet entrepreneur-là. Alors, bonjour Christine. Bonjour Laurent. Alors, d'abord, dis-moi un peu, si je te disais qui est Christine Bierry, d'où elle sort? On a une petite idée d'où elle sort. J'allais dire, ouais, j'ai pas inventé la roue là-dessus. Là. Mais, parle-nous un peu de ton cheminement de vie, t'es né où, un petit peu tu sais, on va avoir un petit peu du contexte. Parfait, autour de oui, excellent, qui tu es. excellent. Bonjour tout le monde, merci d'être là, c'est super le fun, puis merci de m'accueillir avec Go Connexion aujourd'hui. Ça va vraiment être une belle expérience, je pense, de s'amuser ensemble. Absolument. Ah, c'est toujours ça. C'est une question qui je suis, hein? Je suis. C'est une question qui me poursuit, moi, depuis des années. Et je trouve que la définition de Christine Bierry change d'année en année en évoluant. Comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça aussi, puis il y a beaucoup de questionnements, je vois ça. Vite, l'histoire, je suis née dans la ville de Québec, de deux parents qui viennent de l'Europe, et je suis considérée une deuxième génération. J'ai 11 ans de différence avec mon frère, ma soeur avait 13 ans de plus, et j'ai un petit frère, fait qu'on a comme deux familles. Deux familles, ok. Alors, des parents qui viennent d'Europe, oui. Du même pays? Ah, oui, ils sont tous les deux de la Suisse. Ma mère, elle est suisse-française, mon père est suisse-allemand. Fait qu'en contexte québécois, c'est comme quelqu'un qui dit oui, puis quelqu'un qui dit non. Okay. Si on se comprend, bleu puis rouge, mettons. Okay. Mais ils arrivent à faire fonctionner bonjour, ça. hi. Oui, bonjour, hi. Ils sont bonjour, hi, exactement. Et une de mes histoires préférées sur l'origine de notre famille, c'est mon père est venu en 1956 au Québec pour développer, pour voir, puis il est tombé en amour avec le Canada, mais il était déjà fiancé avec ma mère. Et il a pris le téléphone, puis il lui dit « Liliane, j'adore le Québec, je t'adore aussi, mais je comprends que c'était pas dans le deal quand t'es venue. Alors, si tu veux me marier, je reviens en Suisse puis on se marie. Et si tu ne veux pas, c'est correct. Je te laisse ta promesse, mais ça coûte 12 $ de la minute, puis j'ai 36 $, pense vite. » Alors, elle a décidé oui, il est retourné la chercher, ils sont revenus en bateau, puis ils sont encore au Canada. Excellent. Ouais. Alors donc, tu nais dans la région de Québec, ou à Québec même. Oui. C'est ça, à Québec. Et donc, dans une famille où il y a déjà deux enfants plus vieux. Oui. Un garçon et une fille, c'est ça? C'est ça, exactement. Un garçon et une fille plus vieux. Et là, 11 ans après le plus jeune des deux, oui. Arrive Christine Bierry, c'est ça, voilà, arrive Christine, et qu'il y aura un frère un peu plus jeune après ça. Bon, ça, excellent. C'est ça. Fait que ça, c'est le ça, début. c'est le début. Alors, ton enfance, tout se passe à Québec, donc? Non. En 1974, donc j'avais 2 ans, okay. Mon père, il achète un genre de chalet dans les cantons de l'Est, à Waterloo. Okay. Et on déménage là sous peu après la naissance à mon petit frère. Il y a une opportunité d'acheter un Zénith
Ça me date. Moi, parce que je connais ça, mais Zénith, tu sais, c'est les avant Vidéotron, là, si je me souviens. Mais il y a un Zénith à Waterloo, puis ils achètent ça. Eux, ils offrent, c'est quoi les services? Ils vendaient, quand il l'a acheté, c'était des télévisions, les antennes de télévision. D'ailleurs, dans mon parcours plus tard, j'ai rencontré un dentiste que c'est mon père qui avait installé son antenne. Ah oui, c'est vrai. Mais ils vendent des téléphones, des antennes. C'est comme ça, là, c'est les débuts de l'électronique. Ouais. Alors, je suis en train de dire mon âge parce que moi, je connais Zénith. C'est ça. Moi aussi, mais moi, j'étais toute petite. Oui, c'est ça. Alors, on déménage à Waterloo, puis moi, je grandis là. Ça fait que mes parents, ils demeurent encore. Et mon père a passé de Zénith à Val-Royal, de Val-Royal aux évaporateurs Waterloo, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 99. Okay. Fait que je suis dans l'entrepreneuriat depuis très jeune. Okay. On travaille dans l'entreprise. Nous, on fait partie intégrante depuis que je me souviens, on fait partie. Ils ont aussi acheté une ferme dans les cantons de l'Est, dans un village qui s'appelle Stukely, à côté. Fait qu'on faisait du sirop d'érable, on faisait des sucres. Au début, on avait des sapins de Noël. Mon frère, il a taillé des sapins. Ah, oui. Lui, ça serait intéressant de raconter ses histoires. Fait qu'on grandit vraiment dans les cantons de l'Est à ce niveau-là. Ouais. OK. Alors, tu grandis dans les cantons de l'Est, dans une famille d'entrepreneurs, finalement. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Alors, déjà, tu baignes dans ce bain-là. Dans le sirop d'érable. Dans le sirop d'érable et dans l'entrepreneuriat. Et là, bon, tu vieillis, tu vas étudier, tu vas aller étudier en quoi, là? Ah oui, ben c'est fascinant parce que mon frère, Jacques, était en secondaire 5 quand moi, j'allais commencer la maternelle. Puis il y a eu la loi 101 qui est arrivée, puis les règlements de langage et tout. Et il y avait dans la loi, si tu as un frère ou une sœur qui sont à l'école anglaise. Donc, moi, je me ramasse en maternelle sans parler autre que yes, no et toilette. C'est tout ce que je savais dire. Même pas toaster. C'est ça, pas toaster. Et puis, donc, j'ai fait vraiment maternelle, secondaire en anglais, à Waterloo et à Coansville. Et puis là, on arrive au niveau cégep. Et mon père, il dit, tu vas à Brébeuf? Là, j'étais comme, c'est quoi ça, Brébeuf? Tu sais, what is that? Oui. Et on est allé aux portes ouvertes. Il m'a inscrit. C'était pas une discussion, tandis que mes amis, ils ont tous fait leur demande, ils attendaient. Moi, c'était... Bon, j'avais les notes faut dire. Je suis assez bolée académiquement, là. Mais c'était ça, puis c'est clair qu'après, j'allais à McGill. Okay. Fait une chance que j'aimais les mathématiques et les sciences, parce que c'était déjà ça que... J'y allais vers moi, mais c'était sûr que c'est ça que je faisais. Alors, tu fais ça, c'est après le secondaire, collégial à Brébeuf. À Brébeuf. Et puis... Collège privé, donc. Oui, mais c'est rendu au cégep, c'est plus privé. C'est juste... c'est bon. En tout cas, c'est de la poutine, moi je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Et c'est en français. Mais c'est en français. Okay. Même le gym, je sais pas si vous m'avez vu, mais c'est pas mon côté fort, puis 10% de la note, c'était français. Fait que moi, je suis commencé d'un élève qui faisait tout le temps, tu sais, 90, t'avais une mauvaise journée, puis je me ramasse à Brébeuf où j'ai un prof de français qui disait « Oh, nous autres, on évalue sur le nombre de bonnes idées, puis celui-là qui a le plus de bonnes idées, il y a 100, puis là, Puis j'avais je me souviens, il y avait un Vietnamien qui s'appelait, son nom c'était Viet Tan. Puis j'ai dit, moi, je vais être dans ton équipe. Parce qu'au moins, je vais avoir une chance en français, là. Parce que français langue seconde, comparativement à français Brébeuf. C'est ça. Mais là, j'avais toutes les règles. On porte pas de chapeau sur un bateau, bien sûr que... Tu sais, toutes les règles J'avais tout ça dans la tête, puis j'ai quand même très bien réussi. J'ai eu une première session rough. Pendant mon temps au cégep, ma soeur est décédée. Elle a eu un accident d'auto. Fait que ça a rendu ma dernière année de cégep très émotionnelle. Je peux pas vraiment vous dire ce que j'ai appris cette session-là, mais j'ai réussi, mais je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai passé beaucoup de temps noir. Oui, j'imagine. Et là, j'ai commencé à McGill. Parce que j'allais à McGill. Tu vas étudier à McGill en quoi? En mathématiques. Oh, pur. Ça c'est fou. Donc, je suis capable de faire des maths à très haut niveau, mais demande-moi pas aujourd'hui d'enseigner à mes enfants comment faire de l'arithmétique, ça va pas bien. Mais je vais en maths. Et j'ai eu une très grande période d'ajustement, que c'était fascinant parce que tout au cégep, j'ai fait le calcul intégral en français.
Puis là, je m'en vais faire Calculus University in English. Oh mon Dieu, que j'ai de la misère avec les dérivés et les intégrales, puis c'était pas les bons mots. C'est une chance que maths, c'est des symboles, mais j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et même aujourd'hui, si je dois parler de dérivés d'intégrales, je vais très bien parler en français, mais en anglais. Fait que ça a été plus dur des fois pour des cours plus tard. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait. Alors tu fais un baccalauréat en maths? Un baccalauréat maths, mineur en informatique. OK, mineur en informatique. Oui. OK, alors déjà, il y a il y avait des petits décidaient. OK. Et de là, ben, je deviens très intéressée par l'optimisation, ça s'appelle. OK. C'est comment... Explique-nous c'est quoi. L'optimisation en termes mathématiques, c'est de trouver une solution qui réduit le temps, les dépenses pour compléter un circuit de quelque chose. Okay? Donc, ce qu'on va voir, quelque chose d'optimisé, c'est... j'ai une amie qui a fait McGill en même temps que moi, puis elle est allée travailler pour Air Canada, puis ils ont optimisé les circuits de réparation des... C'est combien de temps que le moteur il peut rester dans l'air avant qu'il doit absolument, pour les coûts, pour que ça... On peut voir. Là. Nous autres, on le vit majoritairement sur l'usage d'un auto. L'optimisation du nombre d'années qu'on peut garder l'auto avant que les réparations deviennent plus chères que d'acheter un on vit ça là, au quotidien. Ça, la majorité des gens ils vont comprendre cet exemple-là en optimisation. Et donc, moi, je veux faire une maîtrise là-dedans. Puis McGill, c'est 2 à 3 ans, très théorique. J'ai pas le temps pour ça, vraiment. Là. Puis ça a un peu déterminé mes décisions. Et je vais à Carleton University pour faire une maîtrise que je finis dans 1 an et demi. Très intense. C'est une optimisation. Tu dis, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. OK. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est vraiment, c'est comme, j'ai tellement de choses que j'ai envie d'accomplir dans les années qui me sont allouées. Et apparemment que je sais combien d'années j'ai choisi de venir, mais je le sais pas encore. Mais mon moi, il y a une décision qu'il a faite quand il est venu sur la Terre, puis il le partage pas avec mon moi physique. C'est super frustrant. Fait que là, il faut que j'optimise tout le temps que j'ai. Vraiment, je vais utiliser ce mot-là, mais ça me parle. J'ai des choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de partager avec le monde. Et je pense que je suis vraiment propulsée par ce décès de ma soeur quand j'avais 19 ans. Ça a changé beaucoup de vision dans ma vie, de choses. Puis voir, elle voulait avoir des enfants, elle voulait, tout ça. Elle était mariée. Son mari, il fait partie de notre famille, de notre chose. On connaît bien sa nouvelle femme, ses enfants, tout. Et, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de se rendre aux enfants. Ils n'ont pas eu assez de temps. Puis je vois comment ça me marque, moi, là, c'est quelque chose. Et à 19 ans, moi, je voulais un mari, je voulais des enfants, je voulais une carrière. Puis bon, on y va, go, on fonce. De vivre. C'est ça, de rentrer tout ça, de vraiment voir ça. Fait que c'est quoi la meilleure solution. Fait que je m'en vais à Ottawa, je fais ça. Je travaille avec le Revenu Canada sur des projets de développement de Internet vraiment de la base. C'est le début de l'Internet. OK. Puis c'est tes premières expériences en informatique. Depuis le travail? Oui, c'est ça. Tu marchais au travail? Ah non, j'avais travaillé avec l'entreprise à mes parents. Oui, non, je comprends. Mais là, suite à tes études... Oui, c'est la première. Je commence là-dedans. Fait que je travaille, Revenu Canada, c'était vraiment les débuts, le département de justice. Ils faisaient des templates en Word pour les dossiers légaux, des litiges. Fait que nous, on programmait tous les codes pour, si tu mettais le nom de la personne, ça le remplaçait dans le document. Il me semble que c'est loin. Tu me poses la question, wow! Mais avec ça, on a commencé là-dedans, puis j'ai travaillé dans un autre département de Revenu Canada pour justement continuer là-dedans, le développement. Et j'ai travaillé pour une compagnie de support technique à Ottawa. Il y avait 19 employés. Il y avait la secrétaire puis moi comme femme. Fait que c'était un domaine hautement masculin. Et quand ils ont vu que je savais ce que mais en plus, j'avais de l'entre-gens, je suis devenue formatrice. Fait qu'ils m'envoyaient chez tous les clients. Parce que c'était super cool d'avoir une femme en informatique, puis ça leur donnait un cachet. Une belle image. C'est ça. Malheureusement, j'ai mal négocié ça. J'aurais pu être payée pas mal mieux, là, mais bon, ça c'est dans ma nature.
à cause de ça, j'ai appris énormément de technologie d'affaires. Et dans les années dans l'entreprise avec mon père, on touchait à tout. Fait que je faisais aussi de l'informatique pour lui, mais de la facturation, gestion de clients, de clientèle. Alors, j'ai déjà eu ce côté-là très fort dans moi. Tu sais, fait que ça, c'était très fort. Et puis là, ça fait qu'on est rendu en 96, j'ai 24 ans, peut-être, quelque chose de même. Puis mon père, il veut prendre sa retraite. Il aimerait ça. Puis il aimerait laisser sa compagnie à mes deux frères et moi. Fait que là, on décide tous ensemble qu'on va aller essayer ça. Moi, j'ai mis plein de poids. Mon plus jeune frère, il en a perdu plein de poids. Puis c'était pas une super bonne dynamique. On n'a pas vraiment bien travaillé ensemble. Mais on a vraiment bien aimé l'expérience, puis ça nous a permis vraiment de voir que c'était pas pour nous, les trois. Peut-être deux, peut-être pas les mêmes deux, je sais pas. Mais finalement, moi, je suis partie à Montréal travailler dans une entreprise de génétique, faire de l'informatique là-bas. Et mon jeune frère est allé travailler pour Nortel. Fait que Jacques, il est devenu vraiment l'entrepreneur qui gérait la compagnie. Puis à la fin, ils l'ont vendu aux employés, je pense. Là, fait que finalement, il n'y a personne qui l'a. C'est bon. Mais c'est comme ça que ça s'est fait à la fin. Là. Alors là, tu t'en viens à Montréal. Oui. Et tu travailles dans une entreprise de génétique. Oui, je travaille pour un des chercheurs les plus jeunes au Canada, là, qui était très connu, Dr. Thomas Hudson, en génétique, la biogénétique. Et on est au Montreal General. Et quand je commence dans un laboratoire... je sais pas, c'est pas énorme, peut-être 30 par 40. Il y a une petite salle avec un ordinateur, il y a 3-4 chercheurs avec des Macs, puis c'est ça. Ça, c'était en 98. Puis je suis restée là jusqu'en 2005 avec deux garçons qui sont venus là-dedans, un mariage et tout. Mais dans cette période-là, ils sont passés on a vraiment grandi. Le département va grandir, mais c'est pendant cette période-là que tu te maries, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça, tu vas te marier à ce moment, dans cette période-là. Exactement. Alors que tu travailles dans cette entreprise-là. C'est ça. Pour ce chercheur-là, oui, c'est ça. C'est ça. Fait que ça, c'est comme, je dirais, tu sais, il y a l'école, l'université, une phase. Après ça, phase début de carrière, première vie de couple. Je sais pas trop comment le décrire, j'ai pas vraiment pensé. Là. Mais je rencontre David et puis on décide que... toutes nos amies nous ont dit qu'on était un vieux couple marié depuis comme la première semaine qu'on était ensemble. Fait que tout le monde s'attendait. Oh, ben, tu vas te marier, c'est normal, là, vous êtes déjà mariés, là, c'était comme ça qu'on était, puis c'était vraiment, ça marchait pour nous, notre aventure était super bien, là. Et moi, je suis restée à l'hôpital général là, pendant tout le temps qu'on était ensemble. Et David, il travaillait aussi génétique, il y avait des startups, il faisait de l'informatique aussi. Puis là-dedans, puis là, il y a des enfants qui... Oui, on a deux. En 2001, on a notre premier garçon. En 2003, deuxième garçon. Et puis, en 2005, moi, je réalise que le concept de Supermom t'épuise. Oui. C'est juste pas possible de faire tout ce que tu veux faire au travail, puis tout ce que tu as envie de faire pour tes enfants. Puis, fait que c'était très lourd. Moi, j'ai trouvé ça lourd. Et en termes de l'usage de mon temps, je me souviens, j'étais au travail, puis je me sentais coupable d'être au travail parce que les enfants, ils étaient à la garderie. Puis là, j'arrivais à la maison, puis il y avait des textos du travail qui n'étaient pas finis, puis là, je me sentais coupable d'être... C'était énormément de culpabilité. Fait que ça, j'ai trouvé la réalité de beaucoup de femmes, finalement. Ah, mais je voyais ça. C'est ça. Tu t'en vas vers un genre de burn-out fou, là. Fait que là, c'est 2005. On décide que c'est assez, là. C'est assez. Fait qu'ensemble, on lâche tout. Moi, j'arrête de travailler. Toi et ton ami? Oui. Puis lui, il travaillait déjà plus. Il faisait du travail de la maison. Puis on décide qu'on déménage en Estrie parce qu'on a besoin d'un autre start. Là, on s'en va là-bas, puis on va aller vivre. Puis lui, il va retourner en construction avec son père. Puis moi, je vais faire de la programmation temps partiel. Puis ça va super bien aller. Puis on est encore un peu idéaliste, rêveur, let's go. Fait qu'on descend en Estrie. Alors, le côté entrepreneur qui refait surface. Il est là, le full force. Là.
Puis, fait que là, c'est 2005. Puis, on fait comme 1 an en Estrie. Et là, je découvre que je suis enceinte encore. Encore une fois. Fait que ça, c'est nouveau. Puis là, c'est la pression de finir les contrats avant d'accoucher. Parce que j'avais pas vécu ça avec les autres parce que je savais qu'il y a des congés de maternité. Là, t'es entrepreneur, il n'y a plus de concept. C'est pas ça. Fait que là, c'était vraiment une pression. Puis je me souviens, on était à Eastman. Je sais pas si vous connaissez un peu les zones climatiques, mais Eastman, c'est s'il neige pas, il va neiger à Eastman. S'il neige un peu, c'est la tempête de neige à Eastman. Fait que t'es vraiment mal foutu, là. C'est un affaire. Ouais. Fait que nous, on est là. Et Sofiane, elle est prévue pour à peu près le 20 janvier. Puis à partir du 14 janvier, David, il est malade. Ça va pas bien, il tousse beaucoup, on sait pas ce qu'il y a. Et puis finalement, ça n'arrête pas, là. Fait qu'il va à l'hôpital avec ses parents, ils habitaient pas loin. Puis il revient, puis ils disent que j'ai la tuberculose. Oh! Wow! Mais là, ils lui disent pas vraiment, mais peut-être, il faudrait que tu ailles à Sherbrooke. Fait que là, on est autour du 19-20 janvier, quelque chose de même, puis on va à Sherbrooke, les deux ensemble. Les enfants, les 2 garçons sont chez mes parents, ça va bien. Puis on est à l'hôpital, puis là, ils déterminent que ça pourrait effectivement être la tuberculose, puis il faut pas qu'il soit proche de moi, parce qu'il pourrait contaminer l'enfant. OK, mais ça fait... S'il l'a contracté, c'était au mois de septembre, lors d'un voyage, ça fait tous les soirs qu'on est dans la même maison. Puis là, tout d'un coup, wow, il peut pas être dans la chambre d'hôpital, il peut pas... Là, méga stress, là. Moi, j'étais un petit peu stressée comme aventure. Puis après tout ça, non, c'est juste une pneumonie. Fait, ça a été stressant. 2 jours plus tard, mon travail commence, là, stressé. Hein, ça va. Fait qu'on part à 2h du matin des semaines, on rencontre mes beaux-parents sur l'autoroute à Magog. On laisse les 2 enfants à 2h du matin là, dans la neige, il faisait moins 35, peut-être moins que ça. Puis les petits sont comme, fait trop froid, maman, nanana. Puis on arrive à l'hôpital, puis Sofiane est née comme 1 heure après. Là, on est arrivé, là, c'était simple. Une fille pour qu'on finisse ce trio-là. Et puis, c'était l'aventure. Fait que là, Sofiane est arrivée, puis on était à Eastman encore une autre année aussitôt. Et puis là, David, il décide qu'il va retourner sur le marché du travail, puis il trouve un job à Montréal. Et là, on revient vivre sur Montréal. C'est ça. Puis toi, ça ne te dérange pas parce que tu peux travailler de la maison. C'est ça. Fait que moi, je fais beaucoup de contrats de site web, de la petite consultation des affaires. Mais plutôt, je m'occupe des enfants, puis je m'occupe d'eux. Alors, Mom Entrepreneur. C'est ça, Mom Entrepreneur. C'est un site web, je pense. Je pense que quelqu'un a ça. Et puis, fait qu'on fait ça. On continue comme ça. Et puis là, moi, je suis vraiment focusée sur les enfants. J'ai fait l'école maison beaucoup avec les 2 plus vieux. Puis, c'est ça la vie, là, ça dure un train jusqu'à l'étape que je vis maintenant, qui est complètement différente. OK, alors là, il va y avoir des bouleversements majeurs. Oui, bouleversements majeurs. Alors, donc, changement drastique. Parle-moi un peu de ces bouleversements-là. Ouais, fait que là, en 2009, je participe beaucoup à des forums d'école maison puis parce que tu fais l'école à la maison des enfants. Oui, c'est ça. Fait que les enfants, tu vois, Zachary, il avait 8 ans, Benjamin, il en a 6. Il y a une très grande communauté à Montréal. J'étais très active avec eux autres. On fait des collections. De parents qui font l'école maison. Je participe beaucoup, fait que j'embarque beaucoup en ligne. Je fais beaucoup d'études. Je regarde beaucoup les lois. Il faut regarder tout ça. Et puis, dans les forums, je rencontre une autre mère là, qui fait ça. Puis on commence à communiquer, puis jaser. Et on devient très bonnes amies sur Internet. De là, en plus, son mari et mon mari deviennent semi-amis, là, pas de super chum, mais ils s'entendent bien. Et puis, on décide d'aller les visiter. Ils habitent aux États-Unis. Ah, OK, ils sont pas à Montréal. Non, c'est ça, ils sont aux États. Puis, on va les visiter, on passe une fin de semaine, tu sais, on fait des activités ensemble avec les enfants et tout. Et eux, puis, ils ont combien d'enfants? 4. 4 enfants. Alors, 4 garçons. C'est ça. Elle de son côté. C'est ça. 4 garçons, elle. 4 garçons, oui. OK. Et puis, c'est ça. Fait que là, après cette fin de semaine-là,
tout le long, en revenant, là, c'est quand même, c'est le Rhode Island, c'est passé Boston. Oui. David et moi, on dit, c'est dommage qu'ils habitent si loin parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis qui vivent les mêmes choses, puis on est un peu différents des autres et tout. Et puis, ça, c'est la conversation. 3 mois plus tard, ils sont devenus encore plus importants dans notre vie, mais surtout, moi et Donna, c'est très important. Et on réalise, nous, les 2 femmes, que c'est plus que, tu sais, c'est comme, il s'est passé quelque chose, il y a un déclic qui s'est fait, puis c'est plus juste une amitié, tu sais, c'est ma bonne amie, là, c'est mon amie, là, c'est devenu quelqu'un de très important, au niveau, même plus que, puis bon... Tu tombes en amour. Je t'aime beaucoup, David, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, c'est ça, puis il le sait, là, et là, il faut vivre toute la situation de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que, bon, toi, tu tombes en amour avec cette femme-là, qui s'appelle Donna, si je comprends bien. Est-ce qu'elle, c'est pareil? Oui. Elle aussi. Bon, c'est réciproque. Il y a quelque chose qui se passe. C'est quelque chose qui se passe. Puis les 2, puis nos mères, ils ont dit la même chose, parce que nous, on a eu notre conversation, il fallait bien l'annoncer, pas juste à nos maris, mais à nos parents, puis notre famille. Puis moi, ma mère, elle a dit, je sais pas pourquoi tu fais ce choix-là, je comprends pas. Elle dit, ben c'est évident que tu es plus heureuse. Elle dit, mais mon Dieu, que tu fais un choix que je comprends pas. Puis je suis sûre qu'elle ne le comprend pas encore. Si jamais elle voit cette vidéo, je suis claire que tu ne le comprendras jamais, probablement. Mais c'est évident que je suis plus heureuse. Ça vraiment, c'est venu chercher quelque chose. Et la mère à Dana, elle dit, oui, t'es mariée, mais ça ne veut pas dire que tu es heureuse. Vous êtes mariée. Fait que ça, c'était un peu son elle dit, t'as pas besoin d'être heureuse parce que t'es mariée, mais si tu sais pas que tu pourrais être plus... C'est un peu un déclic. Alors les gens sentent que... Tout le monde qui nous connaît voit vous êtes plus heureuses ensemble. C'est ça. Mais bon, on ne comprend pas tout à fait. Puis évidemment, les maris sont là, j'imagine. Ils suivent les péripéties. Mon Dieu, c'était... Non, s'ils pouvaient courir dans l'autre direction, ils l'auraient fait. Là. C'était rough. Là. Je peux pas... Je dis pas, je vous dis pas de faire ça dans votre vie. C'est pas un cheminement ou un processus que tu retournes en arrière et tu te dis « Oh, wow, on l'a goûté. » Non, vraiment pas. Et, mais moi, souvent, je me trouve, moi, très généreuse. J'entends ça beaucoup de mes amis. Et tu l'es, je te connais. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Tu donnes. Et je vais souvent penser aux autres, penser au travail avant, penser aux enfants avant moi. La décision de prendre cette décision-là et changer vraiment à 180 le chemin de ma vie, c'était ma décision, c'était pour moi, c'était quelque chose qui me parlait dans le fond de moi. Et la minute qu'elle a été prise, toutes les autres décisions après, c'était, il y a quand même 7 enfants qu'il faut rouler là-dedans. Il y a des ex à gérer, il y a des frontières, on avait les États-Unis, et il y a une vie à planifier, est-ce que ça marche? Fait qu'on a pris quand même une bonne année à analyser la faisabilité de notre décision. OK. Et ce qui arrive, c'est que tu donnes toujours, il y a l'option, puis nos maris, ils étaient très parlables jusqu'à ce qu'ils soient plus. Puis c'est ça qui arrive, tu décides, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Tu peux pas toujours garder un pied dans l'autre décision. Puis eux non plus, la vie, elle avance. Et moi, le plus gros remerciement que je peux donner, c'est la conversation que je n'ai pas fait part entre mes beaux-parents, là, les parents David et David, qui lui ont permis de continuer à avoir une relation avec moi quand il était blessé, fâché, frustré, il comprenait pas, puis tu sais, je venais de détruire son plan de vie, puis je l'ai détruit, là, je l'ai assumé, je l'ai vécu, j'ai tout fait, et il n'y avait pas d'autre solution. Je pense qu'il est plus heureux maintenant, je sais que moi je le suis. La même chose pour Donna, puis son ex, c'est clair qu'il est plus heureux. Je le vois dans la façon qu'il était quand on s'est connus, avant que ça devienne la connexion pas comme il faut. Là. Mais lui, il est très heureux. Puis, non, mais pour lui, c'était pas super. C'est pas le fun pour lui. Là, mais je le juge pas. Je juge pas la connexion. Là, moi, mais c'était pas supposé, là, t'es marié à quelqu'un d'autre. Bon, ça fait partie de ça. Fait qu'on a quand même été très transparents, on a été clairs, on a parlé aux enfants, on les a inclus dans le processus, mais on leur a pas demandé leur opinion. Comment les enfants... Alors, à un moment donné, là, vous décidez d'emménager ensemble, c'est ça? Oui, on est venu au Canada, poussé par les lois d'immigration américaine ici. Mais moi, c'était clair que c'était le Québec. Là, on reste ici, puis je travaille ici. Là. OK, alors, elle est anglophone, j'imagine? Oui. Bon.
Unilingue? Unilingue, oui. OK. Là, de plus en plus. Là, elle commence tranquillement. Elle est, ouais. C'est ça. Donc, qui a la garde des enfants? Nous. Vous. Les deux mères ont la garde des enfants. Donc, vous vous retrouvez deux femmes, deux mamans qui vivent en couple avec 7 enfants. Oui. Puis on fait l'école maison. Puis vous faites l'école maison. OK. Oui. Beau contrat. Oui. Puis les deux plus vieux à Dana, ils sont sur le spectre de l'autisme aussi. OK. Fait que rajoute. Elle a 2 enfants qui sont dans le spectre sur le spectre de l'autisme. OK. Oui. OK, alors ça aussi, ça change la donne, non, évidemment. 100%. Oui. OK. Oui. Et là, sur le plan entrepreneurial ou professionnel, oui. Fait que là, à cause de tout ça, bon, c'est clair, quand la décision est prise, pour moi, que c'est absolument pas vrai que c'est David qui va continuer à nous faire vivre. Là. OK? Ça c'est pas possible pour moi. Ouais. Puis, chapeau, il l'a fait quand même une couple de mois, là, parce que, bon, j'étais quand même la mère de ses enfants, puis on s'occupait. On a continué à garder la maison jusqu'à ce qu'on ait pu la sous-louer. Et puis, fait que là, je retourne dans le domaine je vois mes contacts de Montréal, l'hôpital, et je déniche un super beau contrat avec Génome Québec pour devenir le support technique. Attention tes mains. Oh, je les mets devant mon visage. Merci beaucoup. Je vais m'asseoir dessus. Moi, je suis québécoise, hein? C'est de pure laine, on parle avec. Alors, j'ai l'air d'une psycho, là, en faisant ça. Mais je vais travailler pour Génome Québec comme support technique. Puis ça définit un petit peu l'entrepreneuriat parce que c'est du support technique, donc c'est sur appel. Mais ce que ça me permet, c'est énormément de flexibilité parce que je peux définir mes heures et je peux travailler plus le soir et faire l'école le jour ou l'inverse, dépendamment des journées de travail. Okay. Alors, ça, c'était vraiment une super belle aventure pour moi. Là. J'ai trouvé ça super le fun. Puis c'est d'ailleurs un des contrats que j'utilise encore. Je travaille beaucoup avec eux. OK, avec eux. Donc, tu deviens un peu... je reprends mes racines, là, comme un peu de support. Entrepreneur, donc de soutien technique dans différentes entreprises, donc cette entreprise-là. C'est ça. Ça te donne la flexibilité pour pouvoir... C'était ça le choix. C'était ça le choix que tu fais, OK. Donc, flexibilité à la fois de vivre une vie professionnelle engagée dans un domaine où tu as les compétences puis que tu aimes, j'imagine. Oui, j'aime ça. Et... mais en même temps, pouvoir t'occuper de tes enfants, de ta famille. Donna, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle travaille? Au début, processus immigration, oui, c'est sûr. Impossible de travailler. Oui, mais on a 7 enfants, fait que la job, il y en a tout le temps. Oui. Alors, Donna a été... Non, mais vraiment, là, ça a été toute la gestion des activités des enfants. C'est vraiment... C'est un calendrier à temps plein. On a accueilli moi-même avant, mais aussi dans notre vie ensemble. Je pense qu'on a compté hier qu'il y avait 11 ou 12 étudiants qui sont venus en échange de pays d'Europe pour venir vivre avec nous. Nous, l'objectif, c'était d'avoir de l'aide, mais le processus d'entrevue qu'on a fait pour ces gens-là, pour qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquaient, parce que tu as 2 enfants avec le spectrum, tu as des enfants en unilingue anglophone, au Québec en français, l'école maison, c'était un méga processus. Et puis, on leur a dit de venir vivre ça. Puis, surprenant, là, il y en a quand même beaucoup qui ont pris le challenge, puis ils sont venus vivre chez nous. Et dans là, il fallait aussi gérer, tu sais, une autre personne, un autre adulte à gérer. Mais ce que ça nous a permis vraiment super, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de temps de couple, juste à nous, pendant ces années où tu t'apprends à vivre dans toute cette... Puis c'est notre zoo, là. Nous autres, c'est un zoo, un peu chez nous, là. Mais tous les enfants, et ça permettait aux enfants aussi d'être exposés à d'autres pensées, d'autres mentalités que juste nous. Parce qu'au début, ils n'ont pas de ressources externes. Il fallait trouver des activités externes que tu as le droit de faire quand tu es visiteur au Canada, mais pas résident. Tu sais, c'est un jeu. Fait que, puis l'immigration, si vous voulez vous embarquer dans cette conversation qu'on ne fera pas là, mais je vais vous dire que le moins d'enfants que vous avez quand vous faites l'immigration, le mieux c'est. Parce qu'aussitôt que tu dépasses 3, tu changes de braquette. C'est des nouveaux analyses, tu as besoin des spécialistes, puis rajoute des enfants avec des besoins spéciaux. Fait que ça a été presque 2 ans, le processus d'immigration pour nous avant qu'on... Et les enfants ont quel âge? Le moment où vous décidez de vivre ensemble? Je vais partir des plus jeunes. 3, 7, 9, 12 et 14.
12 et 14. Oui. Alors, 12 et 14, c'est des enfants de Donna, ça? Oui, c'est ça. OK. C'est eux les plus vieux. Oui. OK. Et c'est les deux qui sont qui souffrent du spectre de l'autisme. OK. Oui. OK. Bon, alors, oui. C'est pas... C'est vraiment... c'est ça. Oui. Puis là, quand l'immigration est finie, là, ils sont rendus... tu sais, on est rendu en 2015, là. Fait qu'ils avaient 19 puis 17. OK. Puis fait bon, que c'est en descendant, là. Fait okay. que en descendant. Et puis, en 2000... Je pense que c'est en 2014, Zachary, qui est maintenant numéro 4, hein, qui est le plus vieux de mon bar, mais il est rendu en plein dans le milieu de notre gang, décide qu'il va aller à l'école. Il décide de même. C'est à l'école à l'extérieur. Oui, il va aller au secondaire. Fini l'école maison. Puis c'était dans nos plans, honnêtement. Okay. Le plan original, là, quand moi j'étais tout seul avec 2, puis rendre à 3, je vais faire l'école maison, jusqu'au secondaire, puis là, ils iront au secondaire. Mais là, avec les activités et tout, et l'immigration, ben, on y pense pas plus qu'il faut, puis le train-train continue. Et là, il va à l'école. Et là, tout le monde veut y aller. Ça a l'air le fun en Titi. Puis Zach, il réussit bien. Fait qu'il n'y a pas une expérience négative à l'école. Lui, ça va super bien, son affaire. Fait que là, Benjamin, qui est numéro 5, lui, il est Canadien. Pas de problème, il peut y aller. Mais là, les autres, l'immigration n'était pas finie. Ils n'avaient pas le droit d'étudier au Québec. Tu n'as pas le droit. Fait que c'est nouveau aussi, ça, dans les processus des années 2010-12. Les enfants, ils n'ont plus le droit d'aller à l'école parce que ça crée un précédent au niveau de l'immigration. Puis, en tout cas, fait que là, on vit ça. Et puis finalement, en 2015, on a le droit. Fait que les deux plus jeunes à Donna, donc numéro 3 et numéro 6, ont le droit d'aller à l'école, mais ils ne peuvent pas aller en anglais. Puis numéro 3, il a 16 ans, dans ma tête, ou 15 ans. J'ai dit, si on le met à l'école en français, qui est super bon pour lui, il va se ramasser avec les pires. Parce qu'il ne va pas être dans les bolets, il ne parle pas. Ouais, c'est fait que ça, c'était ma crainte. Fait que j'ai dit, on va le garder, on l'enverra pour l'école pour adultes, s'il veut y aller. Puis... Lui, est-ce qu'il ne souffre pas d'autisme? Non, il souffre de weird. De weird. Je l'adore, mais il est weird en Titi. Fait que lui, il a grandi jusqu'à l'âge de 9 ans avec seulement des exemples sur le spectre, comme le côté social. Ouais, c'est ça. Fait qu'intellectuellement, super bolé, tu sais, il pète des 100 en maths. Il fait des 105 en maths, c'est pas un problème, il va super bien à l'école, mais socialement, ses habitudes sont gérées par les habitudes sociales qu'il a vues en grandissant. Fait que ça le rend un peu plus naïf, un peu plus jeune, un peu. Puis, fait que c'est lui qui a le même âge. Puis le fait qu'il était à l'école à la maison, c'était plus ça a été entouré. c'est ça. Okay, puis là, il est arrivé avec le même âge que Zachary, qui était l'aîné de notre bar. L'aîné. Puis lui, c'est quasiment le dernier, là. Fait que, ils ont tous les deux 18 ans, mais lui, il a 18 ans en allant sur 40, puis lui, il a 18 ans en allant sur 13, 14. Parce qu'il n'y a pas de stress. C'est pas la même chose. Fait que c'est fascinant, là, l'écosystème est intéressant dans la maison. Et puis, finalement, Ben, qui est numéro 2 avec son autisme, a le droit d'aller à l'école en anglais. Il y a un papier bleu, là, parce qu'il y a une déficience. Une permission spéciale. Et si vous obtenez le papier bleu, ben, les frères et sœurs ont le droit aussi d'aller. Donc, ceci a permis à Joe d'aller à Centennial aussi, à l'école anglaise, et il réussit très bien. Et ça a permis aux 2 derniers, qui étaient les 2 qui restent, à eux de réaliser que si Joe allait à l'école, ils allaient être tout seuls avec moi à la maison. Puis mon Dieu, que ça leur tentait pas de faire l'école maison avec Christine. Vraiment pas du tout, là. Ils étaient épouvantés de l'idée qu'ils allaient être tout seuls avec moi. Ils ont quel âge à ce moment-là? Ils ont 10 ans. Ils seraient en 5e année. Ils allaient rentrer en 5e. Puis là, les 2, ils font « S'il te plaît, envoie-nous au primaire. S'il te plaît. » Et il arrive dans ma santé à moi que je tombe un peu malade. Je suis plus fatiguée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis j'ai un moment de faiblesse ultime et je dis oui. Dans toute l'histoire que j'ai racontée, c'est peut-être la seule décision que tu sais, que tu retournes en arrière, tu dis je l'aurais fait différemment. J'aurais pas dû dire oui et j'avais pas l'énergie de dire non. OK. Tu comprends? Oui. Fait qu'ils sont allés au primaire, ils ont vécu cette expérience-là et ça va. Bon. Alors là, maintenant, ils sont tous à l'école, intégrés dans le système scolaire régulier officiel. C'est ça. Et un des vraiment beaux moments, c'est l'année passée, au mois de juin. Ben, il a gradué du système d'école
l'école spéciale. OK, Tu as le droit d'aller jusqu'à 21 ans. OK. Il y a 22, là. OK. Fait qu'il a gradué cette année. Et c'était le valedictorien, ça se dit ça? Valedictorian, oui. Ouais, c'est pas... C'est pas ça. Mais celui-là qui donne le speech à la graduation, Oui, si ça. vous voulez m'aider là-dessus. Quelqu'un me tapera le mot, puis je le lirai pas parce que je vois pas l'écran. C'est un système un peu différent en anglais qu'en français, là, mais bon, en tout cas, oui, c'est ça. C'est celui qui fait le... c'est l'élève désigné pour faire qui fait le speech au nom de toute c'est ça. Fait qu'il fait son speech, on a tous les larmes aux yeux, c'était absolument, il a gagné le prix pour le meilleur en français dans son école. Tu sais, c'est des succès. Là. Et Ben a compris, puis moi je vais vous dire qu'au Québec, toutes les belles filles parlent français. Fait que lui, dans sa tête, je m'appelle Ben, quel est ton nom, ma beauté? Tu sais, ça, c'était Ben. Il a catché ça à partir de 14 ans, là, lui, il parlait français. Là. Fait que même si on ne le comprend pas en anglais, des fois, en français, c'est clair qu'il veut rencontrer toutes les filles. Alors, il part vraiment avec son aventure là-dessus. Puis lui, il a gradué du programme. Il est maintenant à l'école pour adultes en études normales, qu'on peut dire. Il fait de l'académie. Il est rendu autonome dans son transport en public. Okay? Il est bénévole à l'Armée du Salut. Et il y a 7 ans, ça fait 7 ans qu'on est mariés, il y a 7 ans, il y avait de la misère à rester tout seul. Tu sais, c'est vraiment un processus. C'est ça. Je vois des commentaires, là, j'ai des amis qui disent « Oh my God, it's a lot of work! » Tu sais, ils se capotent sur nos jours. Et tout le monde est toujours très impressionné de notre journée. Et je ne veux pas que vous soyez impressionnés, là. On est crevés, on s'engueule, la famille est folle dans la chose, mais il y a toujours plein d'amour à la fin de la journée, puis on essaye vraiment de comprendre ce que les autres. Et dans tout ça, ben ils grandissent, ils font leur chemin, ils font leurs affaires. Fait que là, je suis dans une période dans ma vie où l'idée carrière revient à la surface, t'as pas le choix, parce que là, c'est comme, ça fait toutes les dernières 10 années qu'on est ensemble, que je dévoue ma vie à rendre tout ça fonctionnel. Puis c'est vraiment que la famille soit heureuse, puis que nous, on soit pas morts. Ouais, c'est un peu ça. J'imagine que les enfants passent à travers aussi, parce que ça a dû être aussi un choc, là, le changement. Là. Mais d'abord, un divorce pour un enfant, c'est déjà un choc. C'est important. Ouais. Puis tu te retrouves avec 2 mamans, donc ça fait un contexte peu orthodoxe, on va dire. Très peu. Oui, c'est ça. Je vais dire, puis moi, je lance toujours numéro 4, là, Zach, je le lance un peu devant l'autobus, on peut dire. C'est très mauvais comme choix, puisque mon fils numéro 3 s'est fait happer devant un autobus en fin de semaine. Oui. Mais il est correct, tout est beau, là. Mais Zach, quand il était à l'école, ils ont des cours d'éthique morale, tu sais, puis ils discutent de la dynamique des familles changeantes. Oui. Et ils sont dans leur classe, puis il vient nous raconter ça. Il dit « Maman, c'était compliqué aujourd'hui. » Il dit « Moi, j'avais toujours la main levée. » J'ai dit « C'est quoi? » Il dit « Mais qui connaît les grandes familles? Qui a des parents homosexuels? Qui a des parents divorcés? Qui a des demi-frères? Il dit demi-sœurs, un frère. Il dit j'étais juste crevé, là. Mais lui, il a vraiment, une fois que lui, il a su mettre sa tête autour de cette idée-là, tout le reste a découlé. Puis c'est pas vrai que c'est facile, c'est pas vrai qu'on n'a pas de problème, mais on a des journées énormément belles, là. Puis William, qui est notre plus vieux, qui a de l'Asperger, tout le monde pense que l'Asperger, c'est plus fonctionnel, c'est mieux. Puis Ben, il est autiste. Okay? Puis c'est un diagnostic plus pénible. Ouais. Mais en termes du jour le jour, des fois, l'Asperger, c'est beaucoup plus pénible. Il est très rigide. Hein? Puis ma femme, elle donne la meilleure explication pour ceux qui ne connaissent pas du tout le spectre de l'autisme, mais j'ai besoin de mes mains pour ça. Quelqu'un qui fait de l'Asperger, c'est comme si, tu sais, les chevaux à Montréal, les œillères ici, puis ils voient juste où est-ce qu'ils pointent leurs yeux comme ça. Puis quelqu'un qui est autiste, en général, met les œillères, fout des miroirs dedans, puis met-les comme ça. Fait qu'en plus d'essayer de voir devant toi, tu vois tout autour en arrière, puis tu as trop de stimulation. Fait que ça, c'est vraiment un monde différent. Ouais. Donc, tu as les deux extrêmes. Puis, une des choses que je regarde, nous, dans la famille maintenant, je suis en train d'élever avec ma femme, on élève des entrepreneurs. Vraiment, il y a 7 enfants, il y en a 6 qui travaillent. Ils ont tous des jobs qu'ils ont sont eux allés chercher. Ils sont pas venus par contact.
OK. Tu sais, c'est William, le plus vieux, William, a 22 ans, tu m'as dit? 24. 24 ans. 24 ans. Donc, ça veut dire que les plus jeunes, les deux plus jeunes Ils ont 13 et 12. C'est ça, OK. Oui, bon. c'est ça, on est rendu là. Okay, mais William, il a cherché pendant facilement 5 mois pour son premier emploi. Il a donné proche 400 CV sur la Rive-Sud. Ah, il voulait. Ah oui, mais c'est ça les œillères. Fait qu'il donnait 10 CV jusqu'à ce qu'il ait un job. Okay. Sa première job, ils lui ont pas payé. Il a dû aller à la CNS. OK. Je voudrais pas qu'on s'étire trop là-dessus parce que là, je vois que le temps passe. Oui, c'est ça. Puis je veux quand même qu'on parle de... Là, on a une bonne idée de c'est qui la femme, là, tu sais, la personne, avec tout ce que ça a comporté comme défi dans la vie. Puis, bon. Mais je voudrais qu'on parle aussi de l'entrepreneur, la femme d'entrepreneur. Alors, tu dis, dans les dernières années, là, ton côté entrepreneur, la dimension professionnelle commence à prendre un peu plus d'espace dans ta vie. Et puis, je découvre le réseautage. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, le réseautage d'entrepreneurs. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, je me promène dans plein de groupes sur la Rive-Sud, Montréal, un peu partout, à essayer de comprendre pour moi aussi qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble avec ma femme, travailler, puis qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider à cette population. Vous travaillez dans le même domaine, est-ce qu'elle est aussi en informatique? Non, elle est en graphisme. OK. Graphisme, fait qu'elle aide beaucoup à rendre les choses que moi je code beau, belles. Oui. Et puis, elle fait ça. Et on avait trouvé une super belle plateforme de levée de fonds. Et on s'est mis là-dedans. Ça allait chercher notre côté généreux, aider les organismes à but non lucratif. Et avec notre groupe de réseautage, maintenant, on est encore très, très impliqués. Mais le côté programmation, web, Internet, il est là. Ça fait un peu partie de moi. Le support technique aux usagers, c'est fatigant, là, mettons. Mais le codage, aider les entrepreneurs, aider à trouver des solutions un peu plus abordables, d'aller vers des programmes, puis tout change tellement vite. Ça, c'est un de mes côtés très forts en informatique. Tu t'as dit tantôt un domaine que toi, tu sais, ça... Oui, non, mais moi, tu me montres une solution, puis je dis, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Fait qu'une des choses que j'ai remarquées dans les 2 dernières années, c'est que j'ai beaucoup de demandes d'apprendre pour les autres. C'est vraiment weird, là. Je suis pas sûre de bien saisir, là. Tu as des demandes d'apprendre pour les autres. Oui, fait que je vais te donner un exemple. Oui. Mettons, tu dis, Christine, j'ai besoin de faire un Facebook Live, mais je sais pas la meilleure façon de le mettre en ligne. OK. Fait que là, moi, je le sais pas, j'ai aucune idée, mais je vais aller lire 3-4 posts Facebook, je vais aller écouter une vidéo, puis je vais revenir, je dis, là, tu devrais le faire comme ça. Puis là, la personne a fait, mon Dieu, c'est facile quand tu le dis. Puis moi, ça fait 3 heures que j'ai gossé, puis j'ai trouvé des boutons, mais c'est facile pour moi, puis après l'expliquer. Puis une des choses que j'ai vraiment vues cette année, j'ai un client qui ont déménagé, puis on a dû gérer le déménagement. Et on m'a dit après, il dit, une chance que tu étais là parce que tu expliquais vraiment le côté technique comme si c'était du français ou de l'anglais. Tu sais, c'était pas... En des termes simples, de façon à ce qu'on comprenne, de façon à ce qu'on puisse s'intégrer. Excellent. D'ailleurs, si vous allez sur mon site à moi, qui est très peu, j'utilise pas souvent, il est même pas très beau, là. Mais en bas, je dis « From geek to humain ». Parce que quelque chose qui va être très technique, moi je suis capable de le vulgariser, de le verbaliser, puis l'amener dans un langage que les gens arrivent à comprendre. Comme ça. Ce qui nous amène à GoConnexion. Oui, un beau projet. Un beau projet. Alors j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça parce que finalement, là, si j'ai bien vu sur la plateforme, le site de GoConnexion, on a annoncé qu'il y avait maintenant une plateforme pour aider les entrepreneurs à se faire connaître. Oui. Est-ce que je suis dans la bonne... Oui, on s'en va vers ça. Je suis sur la bonne voie, là. Okay. Oui. C'est bon.
Juste être sûr que je ne dis pas des c'est en plein ça. Alors, parle-nous de ça un peu. C'est quoi le projet? Oui, c'est ça. GoConnexion. Ouais. Alors, l'idée derrière, c'est, puis tu pourrais me confirmer, puisque tu es entrepreneur toi aussi, mais la majorité des entrepreneurs, ils ont des sites web, ils ont mis en place un site web, puis ils ont peut-être un blog, ils sont peut-être un peu dynamiques, mais souvent, ils n'ont pas le temps de l'entretenir. Et ils ont mis une grosse partie de leur budget sur monter le site, créer le site, avoir le site, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Beaucoup maintenant vont dire, on ne fait plus de site, on fait juste des pages Facebook, puis qui est correct. Un landing page. Un landing page, au lieu d'un site, c'est juste comme une carte d'affaires qui a un but. Un landing page, là, c'est vraiment une carte d'affaires qui a un but d'action. Tu veux que quelqu'un fasse quelque chose. Ils vont sur ta page, puis tu demandes une action, like my page. Fait que là, avec GoConnexion, ce qu'on travaille dessus beaucoup, puis ça évolue énormément parce qu'on écoute beaucoup les entrepreneurs. Fait que chaque fois qu'on met quelque chose en place, ils sont déjà devancés de 2 semaines, fait qu'on court beaucoup. Mais on essaye de mettre en place une plateforme de communication, donc référencement, boutique, afficher vos produits, mais aussi de partager. Fait que si quelqu'un va sur la page puis annonce un événement, on essaye aussi de... C'est ça l'avantage du réseautage, l'avantage de s'entraider puis de s'entre-référer. J'avais une conversation avec un autre entrepreneur ce matin, justement. Puis elle dit, tu sais, on n'est pas habitué de travailler en équipe. Entrepreneur, ça implique solo, tout seul, tu fais tout, c'est lourd. Fait qu'avec GoConnexion, on essaye d'enlever le fardeau digital. Parce qu'autant, imagine là, le bureau des années 80 qui était plein de papiers. La promesse qu'on nous a dit qu'il y en aurait plus, c'est pas ça pantoute. Il y en a autant, mais en plus, tu as 22 emails qui sont rentrés par-dessus, puis 3 blings de téléphone, puis un ping par-ci, puis on est bombardé par ça. Donc, le fardeau digital, si on peut trouver une solution, que l'entrepreneur il vient et dit « OK, j'ai un service à vendre, j'ai une promotion à faire, j'ai un événement, comment je peux le publier? » On sait qu'on peut utiliser Facebook, on peut mettre des annonces, on peut faire. Bonne chance, hein? Facebook Ads, c'est pas dit qu'il t'approuve, c'est pas dit qu'il le fasse. C'est tout un processus en soi, il faut engager quelqu'un pour faire ça. Puis il y a des super bonnes personnes, on a des entrepreneurs. Là, je dis pas que c'est pas une bonne affaire. Non. Et il faut connaître, il faut savoir, il faut optimiser, puis c'est un job à temps plein. Puis on parle de Facebook, mais il y a aussi LinkedIn, Twitter, Instagram, Google Ads, let's go. C'est un nouveau marché qui délaisse. Dans le temps, tu mettais une annonce dans le journal, ça coûtait $1,50, puis c'était ça, t'espérais. Hein? Maintenant, avec Google Ads, tu peux mettre une annonce aujourd'hui, une fois qu'elle est publiée, en dedans de 2 heures, tu sais, ou Facebook, en dedans de 2 heures, tu sais que c'est un succès ou non. Fait qu'on vit dans un monde instant. La plateforme de GoConnexion, ce qu'on essaie de mettre en place vraiment, c'est une solution facile pour afficher vos produits, afficher vos événements, puis permettre à tout le monde de s'entraider et de partager. Et le plus qu'on a de gens sur la plateforme, le plus qu'on a de gens qui participent, le mieux c'est. Et on a vraiment une solution Streamline. Aide-moi. Streamline. Non, c'est correct. Pense pas trop. C'est ça. Mais on a une solution que tu peux embarquer et dire. En direct, je dirais. Ouais, qu'il y a les étapes et dans la plateforme, tu as ton infolette qui est intégrée. Tu as le landing page, mais tu peux en faire 150 si tu en veux. Avec des templates, avec des modèles, avec tout. Fous ton langage dedans. Tu peux connecter Stripe ou PayPal. Si vous ne savez pas, appelez-moi, je vais vous l'expliquer. Mais prendre des paiements, faire des paiements en ligne, let's go. Puis si vous n'avez pas de paiement en ligne, il faut aussi afficher avec GoConnexion. On offre le service là, de mettre vos produits, de prendre les paiements en ligne, puis vous n'avez pas besoin de gérer. Pour les entrepreneurs. C'est ça. OK. Alors, c'est vraiment un service que GoConnexion offre aux entrepreneurs de son réseau. Finalement, il est en train de créer un réseau d'entrepreneurs qui vont s'entraider, mais qui vont aussi avoir droit à ce service-là pour les aider. Et donc, ça rentre en plein dans ce que je comprends de la mission de GoConnexion, qui est aider les entrepreneurs à mieux réussir. Exactement. C'est ça qu'on veut faire. Et il y a des journées où je me sens un peu victime de ce succès-là. On a beaucoup d'appels, on a beaucoup de questions, on a beaucoup de demandes. Et de plus en plus, ça devient plus facile à répondre, à donner la demande.
de répondre à la demande des gens qui veulent savoir, ben comment je peux utiliser ça? Moi, je suis dans un MLM, est-ce que je peux utiliser la plateforme parce qu'ils ont des règles? Oui, vous pouvez. Il y a vraiment des très belles solutions pour les personnes qui vendent du Arbonne ou du Melaleuca. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre site, mais il y a quand même la plateforme, vous avez le droit de communiquer. Venez me voir, moi je vais vous expliquer ça. Excellent. Puis pour ceux qui ont des produits physiques, il y a des solutions parce que on apprend tout le temps, on essaie toujours d'être en contact. Excellent. Ça a un nom, ça, cette plateforme-là? C'est vraiment la plateforme Go Connexion. C'est bon. Et puis, si vous allez sur le site web de Go Connexion, il y a un lien pour la plateforme. Sur la page Facebook, vous pouvez référer. Puis, si vous venez aux événements, demain, si vous êtes à Repentigny, hein, il y en a un événement de réseautage demain. Demain, on est le 14 novembre. Alors, juste pour, pour mettre en contact. Les gens vont peut-être pouvoir nous voir en direct. Alors, donc, le jeudi, le 14 novembre, à Repentigny, il y a un dîner de Go Connexion. C'est le dîner mensuel de Repentigny. Actuellement, il y a 2 groupes, 2 villes où Go Connexion est fonctionnel, on va dire. Verdun, sud-ouest de Montréal, et qui est le groupe mère, qui était là que ça a été créé, voilà. Et maintenant, Repentigny depuis un mois ou 2, là, je pense. Et il y a d'autres villes, semble-t-il, qui vont suivre bientôt. Oui. Alors, OK. Et là, ça, c'est des rencontres physiques. Les gens se rencontrent, dînent ensemble, échangent chez des entrepreneurs autonomes qui dînent ensemble. Alors, on vient de perdre l'heure. Faut rire, parce que ça fait partie de Go Connexion. Les rires, si vous regardez les vidéos. C'est ça. Alors, écoutez, on arrive pas mal au bout de notre temps. Là. On est en train de perdre la lumière. Là. C'est vrai, le soleil. Donc, ben écoutez, c'était notre podcast aujourd'hui avec notre invitée Christine Bierry. Alors, je vous invite donc, on va mettre dans les commentaires sous le Facebook Live, on va mettre l'information que vous puissiez nous retrouver ou rentrer en contact avec notre groupe de réseautage. Christine, merci infiniment de ton ouverture, de ta vérité, de ce partage, d'avoir accepté de te dévoiler d'une certaine façon, dévoiler un peu je dirais pas ta vie intime, mais ta vie personnelle ici, dans le cadre de ce podcast-là. Très intéressant. Je vous avais dit que c'était pas une femme spéciale, c'était une femme spéciale, c'était pas une femme ordinaire. C'est vrai qu'elle n'est pas ordinaire. Alors, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, mercredi prochain, 3h, autour de 15h, avec un autre invité, Hugo Prince, qui est un spécialiste du podcast. Alors, comme souffle à l'oreille, là. Oui. Alors, Hugo Prince, ça va nous faire un plaisir de rencontrer Hugo et de l'avoir avec nous pour ce prochain podcast. Merci d'être là, merci de nous suivre. Beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment une super belle expérience. Contactez Go Connexion si ça vous tente de faire ça aussi. Ouais. Mais soyez prêts, soyez ouverts, puis soyez disponibles. Voilà. Merci, bonne fin de journée. Passez une très belle semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Laurent M. Leclerc pour Go Connexion. Bonne fin de journée tout le monde.